Voilà un petit schéma. En gros, pour prendre une décision, c'est comme ça qu'on procède. On évalue une situation et on suit notre désir le plus fort. Ce peut être le désir de poursuivre un bien ou celui d'éviter un mal. Alors on peut réfréner certains désirs, mais c'est donc qu'on a un autre désir, celui d'éviter le mal que pourrait engendrer la poursuite de notre désir original. Et s'il y a bien une chose sur laquelle on n'a aucun pouvoir, c'est bien sur la production de ces désirs. Ces désirs sont produits par l'extérieur, le désir c'est toujours le désir de quelque chose. Spinoza prend à rebrousse-poil parmi nos habitudes de pensée les plus invétérées, et en particulier celles que nous avons tous, qui consistent à nous croire libres d'arbitre, souverains dans nos décisions, autonomes de volonté, etc. Et nous sommes tous... Le fameux c'est mon choix. Le fameux c'est mon choix, le fameux c'est mon choix. Et ça, si vous voulez, nous sommes tous des petits cartésiens à l'état pratique. C'est quoi un petit cartésien? C'est quelqu'un qui postule, comme Descartes, la liberté du sujet, qui pense que l'esprit commande au corps et que la conscience librement effectue des choix en usant de la raison. Des sciences existent qui peuvent nous permettre d'expliquer d'où nous viennent les choses qu'on a dans la tête, comment se construisent ces désirs et ces peurs qui nous poussent à agir de telle ou telle façon. Des sciences dures comme les neurosciences qui font le pont entre notre état biologique, les structures de notre cerveau et nos actions. Et les sciences humaines comme l'histoire ou la sociologie qui mettent à jour les structures que les peuples ont construites au fil des siècles pour organiser la vie en société. L'État, la religion, le patriarcat, le travail ou la famille sont autant de structures qui vont nous déterminer profondément. Que nos désirs nous poussent à nous construire avec ou contre elles, c'est toujours par rapport à elles que nous allons nous situer, souvent sans en avoir tout à fait conscience. Il y a une charge de scandale intellectuel dans la philosophie de Spinoza qui est énorme. Et je me souviens d'une amie qui m'avait dit une fois, mais c'est vrai que ça suppose une conversion intellectuelle. Et c'est exactement le mot. Si ce sont les structures qui agissent par nous et sur nous, alors que reste-t-il du sujet et de la responsabilité? Elle est là, la charge de scandale. Tout est donc l'issue d'un enchaînement de causes, même tes choix. En gros, Spinoza réfute le libre arbitre. Tu ne fais aucun choix, mec. Monsieur le juge, c'est un concours de circonstances qui m'a poussé à tirer sur la gâchette. C'est mon éducation, mes gènes, la situation, c'est des milliers de choses à prendre en compte. Je n'ai pas choisi, monsieur le juge. Je ne fais pas de choix. Je suis déterminé. D'accord, non coupable. Vous voyez ce que ce vidéaste a incrusté comme texte? C'est très important parce que c'est là que ça redevient politique. Cette scène illustre pourquoi on a besoin du libre arbitre dans nos sociétés. On peut se dire que la notion même de libre arbitre répond finalement plus à un besoin de la société qu'à un véritable constat anthropologique. Parce que l'autre charge de scandale, c'est que si disparaît la responsabilité, il y a autre chose qui fout le camp, une valeur sur laquelle on a fondé notre société actuelle, le mérite. Et c'est la matrice intellectuelle du libéralisme, qui a fondamentalement partie liée avec cet individualisme-là. Cet individualisme où l'individu se croit autodéterminé, origine de ses actes, par conséquent responsable, etc., méritant, etc., etc. La chose tout à fait, pour vous donner un indice de la profondeur de cette manière de penser, c'est qu'elle est partagée même par la plupart des critiques du capitalisme. Ça va être notre choix de faire la révolution. Alors que nous reste-t-il si même faire la révolution, ça n'est pas un acte de liberté, contrairement à ce que pensait le bigleux du café de Flore? Eh bien, ce qui nous reste, c'est la faculté à prendre conscience de nos déterminismes pour agir là où il faut vraiment agir. Et tant pis si à travers nous, ce sont les structures qui agissent, ça c'est la servitude universelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les individus se comportent toujours comme les contraintes dans lesquelles ils sont plongés les conduisent à se comporter, et pas autrement. Aujourd'hui, par exemple, lorsque le système bancaire et financier s'écroule, le premier réflexe de nos dirigeants est d'en appeler à une moralisation du capitalisme, à une responsabilité des agents. Donc si l'on veut que le chaos du monde soit un petit peu moins chaotique, c'est pas à la vertu des individus qu'il faut en appeler. C'est à la reconstitution ou à la constitution de nouvelles structures du capitalisme qui conduisent les agents à se comporter de manière un peu différente. Je pense que vous avez compris le principe de base. Maintenant, retournons à nos agents, ceux du 118-218. Souvenez-vous de ce qu'avait déclaré l'entreprise à propos de ceux qui chantaient la chanson. Ceux qui le font parfois ou chaque fois qu'un client le demande nous disent que ça leur fait plaisir de s'amuser ainsi et de répondre aux demandes du client. En d'autres termes, ils expriment ainsi leur bonheur de travailler. Même si je pense que là, l'entreprise prend ses désirs pour la réalité, ça montre bien quel est ce désir profond de l'entreprise. Son désir, c'est d'avoir à son service des salariés contents, des salariés qui ne soient pas réticents, qui aient intégré la valeur travail au point de chercher et de trouver leur bonheur dans le travail. Pour Frédéric Lordon, ça, c'est le but final du projet néolibéral. Créer ce salarié, créer cet homme nouveau.
Un homme nouveau qui est un homme désirant produire et ne désirant que produire, et un homme content de produire, un homme heureux de son sort salarial. Et c'est une utopie qui est en train de poindre, qui est appelée à se développer. Et je vais vous dire très franchement, elle me fait aussi peur que l'utopie des socialismes réels de l'homme nouveau dans son genre. Un exemple de l'utopie du socialisme réel de l'homme nouveau, la Corée du Nord. Ici, de la naissance à la mort, on y apprend le culte du grand leader. On y est façonné à devenir un citoyen docile et content de son sort. Pour nous, occidentaux, ces gens sont aliénés. On a même du mal à imaginer qu'ils ne résistent pas tous intérieurement, qu'ils ne résistent pas aux conneries qu'on leur raconte depuis qu'ils sont tout petits. Voici des images de la mort de Kim Jong-il. Son grand leader perdu, le peuple nord-coréen pleure, se contorsionne de douleur. Nous aimerions pouvoir nous dire qu'ils simulent tous, qu'ils feignent d'être tristes sous la menace, mais qu'ils n'en pensent pas moins dans leur fort intérieur. C'est exactement ce qu'a écrit l'AFP dans la description de la vidéo. Les torrents de larmes déversés par les Nord-Coréens pour le défunt Kim Jong-il sont largement commandés par la peur du régime, mais une part pourrait être sincère, malgré les souffrances endurées sous la main de fer du dirigeant communiste. Mais qui est ce journaliste pour décréter que ces pleurs sont largement commandés par la peur du régime et non pas par un amour sincère du dictateur, comme il semble le suggérer timidement à la fin ? Et si nous nous trompions ? Et si le gouvernement autoritaire nord-coréen avait bel et bien fait naître un homme nouveau, docile, patriote, sincère et dévoué au grand leader ? Admettre cela, ce serait admettre la servitude universelle et surtout le pouvoir absolu des structures et du conditionnement sur les individus. Mais il est toujours plus facile de voir les aliénations des autres que de voir les nôtres. Oui, mettons, la femme voilée est aliénée. Ben oui, elle est aliénée passionnellement. Mais moi, je suis aliéné passionnellement quand je travaille 14 heures par jour. Ce que vous dites, oui. L'aliénation, c'est la désignation de la servitude passionnelle de l'autre, sans qu'on voit jamais la sienne propre. Le pivot, le point central, il est là. Se croire libre, c'est ignorer, sciemment ou non, toutes les structures qui nous déterminent. Et les ignorer, c'est renoncer à les combattre ou à les transformer. Je dirais que la mondialisation peut se définir de la manière suivante. C'est le processus de déréglementation généralisée de tous les marchés. Alors ça veut dire essentiellement deux choses. Ça veut dire d'une part que dans la mondialisation, il y a l'intensification de la concurrence. Deuxième partie de la mondialisation, la déréglementation s'exprime dans une sphère qui est un peu particulière et qui a une grande importance, qui est la sphère de la finance. Donc la déréglementation financière, c'est la libéralisation de tous les mouvements de capitaux. Alors ça a fait émerger la sphère financière en position ultra dominante dans l'ensemble des rapports sociaux du capitalisme. Et tout ça a pour effet d'accroître la violence de ceux qui sont en position dominante et dont la domination est devenue encore plus dominante du fait précisément de cette libéralisation généralisée. En somme, pour obtenir des salariés dociles, il suffit de modifier assez les institutions pour qu'elles donnent les pleins pouvoirs aux détenteurs des grands capitaux, et une fois que vous avez transformé les structures, que vous avez lâché la bride à la finance et limité les pouvoirs de l'État, vous obtenez des salariés dociles, tétanisés par la peur de voir les capitaux s'enfuir, emportant avec eux leurs précieux emplois. On aurait pu appeler cette transformation politique la grande déréglementation, mais assez habilement elle a été appelée la mondialisation. Alors vous avez maintenant des ouvriers qui disent, et ça m'est arrivé, quand je vais dans des situations graves où il y a des fermetures, des mises à pied, etc., et puis je pose la question à des ouvriers, mais qu'est-ce que vous en pensez? Très souvent ils me disent, mais c'est la loi du marché, c'est la compétitivité. Il faut qu'on soit plus compétitif que les Japonais, sinon ils deviennent les défenseurs du système qui est en train de les broyer. Pourtant, à un moment, déréglementer le secteur bancaire, ça a été une décision politique. Et ça sert à rien après coup de venir demander aux banquiers d'être gentils quand on leur a donné les pleins pouvoirs et qu'on les a lâchés dans le bain d'une concurrence internationale féroce. Si vous êtes un banquier, que vous faites un retour sur capitaux propres de 20% et que votre voisin est à 30%, c'est une faute professionnelle de ne pas y aller. Et c'est la raison pour laquelle les forces de la concurrence sont intrinsèquement vicieuses dans ce métier, puisqu'elles ont entraîné absolument tout le monde à poursuivre des produits et des stratégies d'investissement qui étaient incroyablement scabreuses et risquées. Comme vous le voyez, une fois qu'on a bazardé le libre arbitre, qu'on a relativisé la responsabilité des agents, on peut enfin s'attaquer aux causes. Ça ne dispense pas de punir ceux qui ont fauté, mais ça permet de prévenir les faux pas à venir. Alors, ça fait mal au derche. Non, nous ne sommes pas le centre de l'univers, le soleil ne tourne pas autour de la Terre, nous ne sommes pas différents des animaux, et non, nous n'échappons pas à la puissance des structures et à la chaîne sans fin des causes et des conséquences grâce à notre libre arbitre magique.
Je voulais faire une émission un peu plus philo parce que cette conception du sujet libre, on la retrouve partout et particulièrement dans la pensée BHL. Et sa particularité, c'est d'être toujours prompte à dénoncer les aliénations des autres, hier le goulag, aujourd'hui l'islam ou le régime de Poutine, et de nous rendre aveugles aux nôtres parce qu'on est persuadé d'avoir, nous, notre libre arbitre cartésien, d'agir et de décider grâce à la raison et non en suivant nos passions. Je veux dire, le capitalisme est encore porteur d'un potentiel d'abomination dont on n'a pas vu le bout. Ce que veut dire Frédéric Lordon, c'est que si les Nord-Coréens apprennent à idolâtrer leur grand leader, nous apprenons, et de plus en plus depuis 30 ans, à idolâtrer l'argent, le marché et surtout le travail. Et que ça ne vient pas de nulle part, on nous l'a mis dans la tête au point qu'aujourd'hui, ce que l'on attend de nous, c'est que nous aimions notre travail. Vous travaillez, c'est bien, mais ce qu'il faudrait, c'est que vous soyez heureux de travailler. On aimerait que vous chantiez en travaillant. Vous pouvez chanter, hein, vous pouvez faire les boîtes en chantant, les mecs, hein. Ta-la-la-la-la-la, ta-la-la-la-la-la, en chantant, et je faisais mes boîtes en chantant. Effectivement, le capitalisme veut saisir ces individus salariés dans la totalité de leur être. Il les saisit par leur corps et il les saisit par leur âme, par leur psyché. Certes, on peut régner à la crainte, mais le mieux, c'est encore de régner à l'amour. C'est de se faire aimer de ces sujets. Et pour se faire aimer de ces sujets, il faut les réjouir. Et donc, le capitalisme a parcouru ce processus et qui l'a conduit à enrichir en affect joyeux le rapport salarial. Le premier enrichissement en affect joyeux, ça a été l'accès à la consommation de masse. Mais le problème, c'est que la consommation est génératrice d'affect joyeux, mais extrinsèque. Voilà. C'est-à-dire, le passage par la case travail demeure instrumental pour accéder à ce qui est vraiment important, c'est-à-dire le magnétoscope, le frigidaire, etc. Et la caractéristique du néolibéralisme, ça a été de réenchanter le travail en l'enrichissant en affect joyeux, mais cette fois-ci intrinsèque, c'est-à-dire en développant chez les salariés, et autant que possible, l'amour de la situation de travail. Je vous conseille évidemment de regarder en entier cette émission si vous la trouvez. Lordon a le temps de déployer ses idées. Seulement voilà, le fait que des auteurs comme Lordon existent, qu'ils puissent s'exprimer, que le monde diplo tienne encore debout et continue de porter des discours à contre-courant de la doxa ambiante, de la doctrine du marché et de la pensée BHL, je pense que rien que ça veut dire que tout n'est pas encore perdu. Parce que qui reste-t-il pour penser le marché, la domination, le travail? Qui résiste encore? Ceux qui, profitant du désamour des Français pour la mondialisation et l'Europe, veulent en revenir à la France de De Gaulle ou de Pétain? Dont l'intention principale, en l'occurrence, ne consiste à rien d'autre qu'à renouer un compromis de classe avec le capital, un compromis post-mondialisation, mais qui laisserait absolument intacte la position de domination et la position directrice du capital à l'intérieur de la société, soit le miroir aux alouettes intégral, pour ne pas dire le parfait piège à con, pour le salariat et les classes populaires. Accepter de se savoir sous l'empire de la servitude passionnelle et donc accepter de commencer à voir le monde en termes de structure, c'est commencer à voir chacune des oppressions générales et spécifiques auxquelles sont soumis les individus. Les féministes, en pointe sur ces questions, ont une métaphore vraiment cool pour ça, celle de la pilule de Matrix. Une fois qu'on a accepté d'avaler la pilule rouge, alors il devient impossible de ne plus voir les oppressions sexistes omniprésentes dans nos sociétés. Dès lors qu'on accepte l'existence du patriarcat comme superstructure, on perçoit tout différemment. On voit les effets que cette structure exerce sur les autres, mais bien sûr sur nous-mêmes. On pourrait imaginer la même chose pour toutes les autres formes de domination, y compris pour la domination de l'imaginaire néolibéral. Accepter de voir les structures, c'est relativiser l'importance et le pouvoir de notre sacro-saint libre arbitre. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail. Alors, pour conclure cette vidéo, je vous propose de faire un choix. C'est plutôt paradoxal, mais allez-y. Préférez-vous commencer à comprendre et à voir la matrice néolibérale dans laquelle nous baignons tous et prendre la pilule rouge, ou préférez-vous vivre une vie paisible en attendant le retour de la croissance ?